Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui mérite, ou qui mériterait d'ailleurs, de la réflexion à l'échelle globale, surtout aux États-Unis et en Europe. La valeur de la démocratie. Démocratie, des mots, le peuple. Donc forcément, importance de l'action du peuple dans ces pays qui se proclament être des démocraties. On a installé des systèmes plus ou moins divers et variés, mais qui, sur le principe, fonctionnent sur la même règle. 1. Un peuple souverain. 2. Un État souverain, qui plus est, géré par des gens élus par le peuple, et que le peuple est représenté, où la représentation du peuple à l'échelle de l'institution passe par un parlement. Un parlement avec un seul parlement ou deux parlements. En règle générale, on trouve toujours, en France, vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat. Aux États-Unis, on a la Chambre des représentants et le Sénat. En Grande-Bretagne, vous avez la Chambre haute et la Chambre basse, enfin la Chambre des Lords et puis l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc il y a toujours un petit peu un principe de deux parlements d'une manière générale. Ce qui fait qu'on considère en effet que la démocratie est peut-être le meilleur modèle qui soit, dans la mesure où on respecte les règles du jeu. Or, force est de constater que quand vous avez des idéologies, quand vous avez des volontés globalistes, forcément, la vraie démocratie, c'est un frein. C'est un frein. Pourquoi ? Parce que des choix, des orientations politiques inspirés, influencés par ces idéologies mondialistes, eh bien à un moment donné peuvent échouer à convaincre le peuple. Et que le peuple, forcément, et de façon légitime, finit par aller voter par ce qu'ils estiment ou considèrent être l'anti-mondialisme, c'est-à-dire l'anti-politique qui sert les intérêts d'une minorité élite financière, banque, corporatisme, empire financier. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de développer un peu plus, on est d'accord sur la valeur même du système. Mais, force est de constater que depuis quelques décennies, on a eu des ratés. On a eu des ratés. Pourquoi ? Tout simplement parce que, aux États-Unis par exemple, et je pense que c'est le moment charnière, à un moment donné, d'une prise de conscience, et qui plus est, s'accompagner d'un outil qui a permis de divulguer, de propager, d'exposer l'information de façon beaucoup plus générale, de façon beaucoup plus globale, c'est évidemment Internet. Donc à partir de là, Internet est un outil d'expression dans lequel, en effet, si vous êtes un tant soit peu éduqué, si vous êtes un tant soit peu intelligent, vous savez qu'il va falloir que vous fassiez le tri. Le tri entre des informations sourcées, prouvées, factuelles, et des informations qui sont relayées par des gens qui parfois transforment, manipulent, contorsionnent l'information à leur intérêt idéologique. Ou pour essayer de contredire, de contrefaire une valeur ou un principe acquis aux yeux et aux oreilles de certains, mais qui évidemment ne joue pas en faveur de certaines idéologies, de certains camps, de certains partis politiques. Idéologie politique même d'une manière générale. Et donc, c'est pour ça que je vous dis l'époque la plus charnière, ça a été certainement les événements du 11 septembre 2001 et tout ce qui en a découlé. Et ce qui en a découlé, c'est quoi ? C'est de voir, alors légitimement, une position occidentale de vouloir se défendre, de vouloir détruire la menace. Sauf que dans cette politique, dans cette idéologie qu'on a exposée à l'opinion, avec le temps, il y a un moment donné où ceux qui étaient les artisans
de cette motivation d'aller dans un sens plutôt que dans un autre, eh bien à un moment donné, on s'est rendu compte que ces gens-là, finalement, nous avaient un petit peu trompés. On se souvient de Colin Powell et de sa petite fiole. On se souvient de la persuasion des Américains à savoir qu'il y a des armes de destruction massive en Irak. Et que finalement, non, il n'y en a pas. Ils n'en ont pas trouvé. L'Afghanistan, foyer terroriste, hop. Sauf que le problème, c'est que l'Afghanistan, une fois que tu as chassé les talibans du pouvoir, tu te retrouves en face d'un pays où tu as de la guérilla. Et finalement, tu finis par te retrouver dans la même situation que les Russes se sont retrouvés lorsqu'ils ont décidé d'envahir l'Afghanistan et finir par partir en 89, entre autres raisons, mais parce que il y a un moment donné où, 1, ça coûte trop cher, 2, ça devient impopulaire parce que tu as beaucoup de citoyens qui reviennent entre quatre planches pour un résultat qui est nul. Donc d'ailleurs, je rappelle qu'il y a des gens qui disent que c'est sous Donald Trump que les GIs, que les Marines, que les soldats américains sont revenus au pays et ont quitté l'Afghanistan. En réalité, c'est l'administration Trump qui a entériné un projet qui avait déjà été signé sous Obama. Dans les dernières années d'Obama, 2015 ou 2014, où ils ont fait l'état que de toute façon, ça ne sert à rien de rester parce qu'on n'arrivera jamais à installer une démocratie telle qu'elle soit, puisque même le système qu'ils avaient installé avec je ne sais plus comment il s'appelait, Sarraï, ou je ne sais plus, mais c'était un gouvernement fantoche. C'était un gouvernement à la solde de l'autorité américaine. Donc là, on ne peut pas dire que tu installes la démocratie, puisque le pays n'est pas libre. Il est assujetti. Donc le problème se pose que petit à petit, certains événements commencent à démontrer que l'influence qu'on accuse la Russie de faire sur certains pays, en réalité, aujourd'hui, beaucoup de gens dans l'opinion, ils disent attendez, vous accusez la Russie de faire ce qu'on fait, nous, depuis des décennies. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la géopolitique. La géopolitique, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, c'est des jeux d'influence. C'est des jeux qui consistent à essayer d'attirer un pays plutôt partenaire, parce qu'on a des intérêts multiples et variés, à la fois des intérêts stratégiques, géopolitiques, économiques. Quand la France quand on parle de France-Afrique, la France-Afrique, oui, c'est la France qui défend ses intérêts d'avoir et de conserver des bonnes relations avec certains pays africains, parce que ces pays africains, on y exploite des ressources, des matières premières. Alors après, certains, vous pourrez me dire, oui, mais c'est la corruption. Oui, ça fait la corruption. La corruption, et je dirais même, souvenez-vous, dans les années 70-80, l'Occident était quand même bien content de laisser en place des gens qu'après on a dit qu'ils étaient infréquentables. Saddam Hussein, Kadhafi, Ben Ali. Je rappelle Kadhafi, je ne protège pas et ne dis pas que Kadhafi était un dirigeant exemplaire, mais c'était un dirigeant qui avait de la poigne, c'était un dirigeant qui était laïque, c'était un dirigeant qui pacifiait son pays contre les discordes, les querelles intestines et ancestrales de certaines tribus, de certaines ethnies, etc. Alors évidemment, les modes de fonctionnement, c'est pas très droit de l'homiste, mais on était bien content de les avoir pour pacifier des régions, pour pacifier des secteurs. Sauf que quand Kadhafi a commencé à réfléchir avec certains de ses partenaires de justement la zone méditerranéenne, de dire pourquoi est-ce qu'on se laisse spolier par les Occidentaux quand on peut construire nous-mêmes notre propre région économique? On a tout ce qu'il faut. On peut créer notre monnaie, on peut créer des accords, on peut créer des traités, on pourrait même construire une sorte d'union
des pays méditerranéens. Bon, bah évidemment, vous pensez bien qu'à Washington, à Bruxelles, etc., ils sont dit, qu'est-ce qu'il fait là? Allez, faut le zigouiller. Les printemps arabes, vous croyez que c'est quelque chose qui est né comme ça spontanément? Non, ça a été insufflé. C'est-à-dire qu'on a mis une situation économique désastreuse dans certains pays, et puis, bah, vous savez, hein, c'est comme quand vous mettez de l'essence sur un bûcher, hein, vous craquez l'allumette, et puis au bon moment, balancez l'allumette. C'est le principe du combustible. Hein. Vous avez un combustible qui peut prendre feu, mais si vous mettez juste une allumette, ça va difficilement prendre feu. Or, il vous faut un activant, il vous faut un réactif. Bah, vous mettez de l'essence. Et bah, les Occidentaux, ils ont mis de l'essence dans les pays méditerranéens, ils ont mis de l'essence en Ukraine. Et puis voilà. Et du coup, évidemment, quand vous avez des gens qui se croient être les maîtres à bord, qui croient qu'il suffit de placer les bonnes personnes aux bons endroits pour maintenir et détenir les leviers de la démocratie, et que finalement, bah, le peuple, il peut voter ce qu'il veut, on fera en sorte que 2005, référendum sur le traité de la Constitution européenne. Refusé. Qu'est-ce qu'a fait Sarkozy en 2007 ? Eh bien, en 2007, il a convoqué le Congrès, il a présenté le projet du traité de Lisbonne, qui était une constitution européenne modifiée avec 2,3 points, et il a passé outre la décision du peuple en référendum du 2005 pour faire passer ça par le Congrès. Le Congrès, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, et donc l'Assemblée nationale et le Sénat de l'époque, eh bien, a trahi le choix du peuple. C'est-à-dire que déjà, à ce moment-là, le peuple français, il aurait dû se poser la question, comment se fait-il que notre représentation nationale vote contraire à ce qu'on a décidé en 2005 ? Alors évidemment, l'argument, on te dit, oui, mais c'est pas le même texte. Ouais, vas-y, fous-toi de ma gueule. Les Irlandais qui avaient voté non, on les a fait revoter jusqu'à temps qu'ils votent oui. Les Hollandais, on les a fait revenir une deuxième fois en référendum pour qu'ils disent oui. Donc si vous voulez, à partir du moment où vous réorganisez un référendum parce que le référendum précédent, il ne vous plaît pas, bah dans ce cas-là, déjà, le principe démocratique est complètement dévoué. Puisque vous ne voulez pas écouter la voix du peuple. Vous voulez faire semblant d'utiliser les outils démocratiques, mais en réalité, quand les outils démocratiques ne vont pas dans votre sens, eh ben vous trichez. Vous manipulez. Et c'est même pire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ils en sont réduits à essayer de modifier les règles du jeu. En Europe, ils vont transférer les souverainetés à l'Europe. Comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Je te fais signer ça par le Congrès, et donc le Congrès, encore une fois de plus, ne respectera pas le principe démocratique d'un référendum populaire, parce qu'ils savent que le référendum populaire dira non. Donc encore une fois de plus, on passe outre. Sauf qu'aux États-Unis, quand la démocratie fonctionne, pas comme en 2020, où en effet, 2020, il y a eu des fraudes, etc. C'est pour ça que là, Elon Musk, grâce à Twitter, a foutu une énorme pression sur ceux qui avaient peut-être l'intention d'essayer de frauder. En disant, voilà les gars, j'ai des gens partout qui vont être observateurs partout. Donc la moindre irrégularité, la moindre fraude qui consiste à faire du bourrage d'urne, etc., on le saura. Ça sera filmé, etc. Et c'est ce qui s'est passé en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, à un moment donné, je vous ai déjà raconté cette histoire dans les précédentes vidéos, il y a des camions qui sont arrivés pour apporter des caisses de bulletins. Bon, ça ne veut rien dire. Ça peut être en effet, ça peut être authentique. Sauf que bizarrement, comme il y a des gens qui ont filmé et que ça a été relayé sur les réseaux sociaux, puis ensuite relayé sur des chaînes de télé,
bah, tout d'un coup, dans les dizaines de minutes qui suivent, bah, la Pennsylvanie a fini par tomber sous les mains de Trump. C'est-à-dire que là, très clairement, bon, bah, c'est bon. On a raté notre coup, donc bah, là, on n'a pas le choix. Donc la valeur démocratique, bah oui, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Et c'est encore plus vrai, je vais terminer là-dessus, quand on voit cette élection de Donald Trump. Là, on peut dire, alors peut-être qu'il y aura des informations qui vont arriver dans les semaines à venir, les mois à venir, qui vont altérer peut-être le fait de cette image d'élection démocratique validée. Mais voilà, c'est dans ma précédente vidéo, hein, je vous ai parlé des pleurnicheuses. Bah, ces gens-là, il faut leur poser la question. Je dis, mais c'est quoi ton problème? Donc tu remets en question la valeur démocratique. Parce que la démocratie a permis à quelqu'un que tu détestes de gagner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu estimes que les gens qui ont voté pour Donald Trump, bah, à la prochaine élection, il faut leur interdire de voter. C'est ça en gros. Mais dans ce cas-là, tu n'es plus dans la démocratie, mon petit. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est accepter aussi que les règles de la démocratie ne jouent pas en ta faveur, qu'elles jouent en faveur de ton antagoniste. Alors après, tu pouvez excuser en disant oui, mais les Américains, ils sont abrutis. Ben, j'ai envie de dire, bah oui, ben, peut-être comme beaucoup de Français qui ont voté Emmanuel Macron. Ça, après, c'est un autre problème. Tu peux pas jouer la carte de la démocratie et derrière dire « Ah bah le peuple il est con parce qu'il a mal voté ». Ben non, il a voté. Ou alors dans ce cas-là, si tu veux pas prendre le risque des gens que tu considères comme débiles, mal éduqués, abrutis, aient ce droit de vote, bah c'est quoi la solution? Bah c'est la solution à carence, c'est faire passer un test de connaissances démocratiques. Puis si tu rates le test, bah t'as pas le droit de voter. Ben, c'est pas de la démocratie. Si une partie du peuple n'a pas le droit de voter, c'est de la discrimination. Et dans ce cas-là, ta valeur démocratique, ben, tu peux la foutre à la poubelle, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que, en réalité, tu vas faire un système démocratique d'entre-soi, mais qui ne sera pas du tout démocratique. Qui n'aura aucune valeur démocratique. Mais il y aura toujours des gens qui vont vous chanter « si, c'est la démocratie ». Et là encore, on sera dans ce processus de manipulation, de dissuasion, voire de changement des codes, des valeurs, pour dire non. Moi, je veux que les gens votent pour tels gens, mais pas pour d'autres. Donc je ne veux pas voir des gens qui risquent de voter pour l'autre, voter. Eh ben non, c'est pas la démocratie. Donc voilà, mais c'est un sujet finalement que j'ai déjà abordé, mais que je reviens dessus parce que l'actualité est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais force est de constater que de toute façon, aujourd'hui, de plus en plus, on est confronté à des gens qui ont un discours parce qu'ils sont véhéments de voir une situation qui ne va pas dans leur sens, parce qu'ils estiment que c'est toujours la faute. Alors un coup, c'est la faute des gens parce qu'ils sont abrutis, parce qu'ils ne sont pas éduqués. Un jour, c'est la faute des racistes. Un jour, c'est la faute des mâles blancs patriarcales. Un jour, c'est... Mais dans ce cas-là, tu as envie de leur dire, mais allez-y, faites-moi une liste de tous les gens que vous considérez comme responsables de vos maux. Et puis, le jour où vous avez peut-être la chance d'accéder au pouvoir, faites passer une loi qui interdira, qui arrêtera, qui expédiera dans des camps, voire même fera un génocide sur tous ces gens qui ne vous plaisent pas, que vous n'aimez pas. Mais dans ce cas-là, ne dites jamais que vous vivez dans une démocratie, vous vivrez dans un totalitarisme, dans une dictature. À partir du moment où tu pars du principe que tu estimes que l'autre n'a pas le droit d'exister parce qu'il ne va pas dans ton sens, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas valider, vouloir défendre la démocratie, tu défends en réalité un régime totalitaire. Mais ça, quand vous commencez à le développer auprès de ces gens-là, évidemment, c'est quoi leur réponse?
bah t'es fasciste, t'es un facho, t'es de l'extrême droite, t'es un néo-nazi. Sauf que ça, aujourd'hui, avec la victoire de Donald Trump, peut-être que ça va changer. Ça va changer parce que il y a des gens qui défendaient cette idéologie, qui investissaient dans cette idéologie, qui savent que maintenant, là, les cartes ont été rebattues. Et les cartes ont été redistribuées. Ça va être gentil, ça va être comique, ça va être intéressant. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.